Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle soirée de l'Unihip-Hop Histoire, qui est ce soir une soirée Unihip-Hop de ville en ville, vous l'avez compris, et donc je vais prendre ma respiration, puisqu'il y a 38 cinémas qui sont en direct avec nous ce soir. Et donc c'est une soirée vraiment exceptionnelle, parce qu'en fait, nous avons déjà présenté cette avant-première, Olympe, une femme dans la Révolution, pendant le Festival du film d'histoire à Pessac, et nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir Mathieu Busson, comme ce soir le co-réalisateur du film, Julie Gaillet, bonsoir, co-réalisatrice, actrice principale du film. Bonsoir. Donc ils reviennent tous les deux, c'est exceptionnel. Merci à eux. Mais on n'est pas seul. Et on n'est pas seul, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Élise Pavie, maîtresse de conférences en littérature du XVIIIe siècle, littérature française, à l'Université Bordeaux-Montaigne, et donc, accessoirement, auteur de l'édition d'Olympe de Gouges, donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc de la présentation de l'accompagnement de tout le dossier pour notamment les lycéens du bac. Voilà. Alors un petit mot de présentation peut-être déjà par les deux co-auteurs, co-réalisateurs et réalisatrice du film, sur le projet, parce que voilà, Olympe de Gouges, on la connaît, on commence à la connaître de mieux en mieux, mais c'est quand même, et il faut le souligner, la première fois qu'il y a une fiction sur ce personnage essentiel de l'histoire de France. À vous ? Mais oui, c'est j'allais dire presque une pression qui a été la nôtre pendant toute cette préparation et tout ce tournage avec Mathieu, puisque c'est effectivement comme une image manquante. Il n'y a jamais eu de représentation, donc de film sur Olympe. Mais que ce soit cette année, enfin en tout cas, merci à tous dans les salles. D'ailleurs, c'est très très émouvant. Merci pour Olympe, vraiment. Que ce soit cette année, alors que nous avons, et j'ai eu, je l'ai dit souvent, mais des Jeux Olympiques paritaires pour la première fois, et c'était historique. Des Jeux Olympiques qui ont fait une cérémonie d'ouverture magnifique avec ce tableau sororité pour liberté, égalité, sororité au lieu de fraternité. Et sur ce tableau sororité, alors ça nous a beaucoup émus et touchés, mais il y a eu ces femmes qui sont sorties de la scène, ces statues de femmes qui représentaient les femmes que nous ne voyons pas dans l'espace public. Ces statues qui manquent puisqu'il n'y a que 3% des noms des rues en France qui ont un nom de rue de femmes, 19% à Paris. Et donc pour ce tableau, et c'était assez merveilleux pour nous, la première statue qui est sortie de l'eau, c'était Olympe de Gouges. Voilà, c'est vraiment le début de cette histoire des femmes où, à la Révolution française, enfin, elles sont émancipées à 21 ans. Voilà, c'est grâce à un décret pendant la Révolution française, donc c'est un basculement de l'histoire des femmes. On sera très heureux de vous en parler tout à l'heure plus longuement. Et avec Mathieu, donc, nous sommes un couple paritaire. Oui, tant que j'ai pas de changer de... Et donc, nous avons co-réalisé ensemble, même si Mathieu a quand même beaucoup été derrière la caméra. Il est comédien comme moi. Lui, j'ai tendance à dire, est un vrai comédien puisqu'il a été au conservatoire. Vous allez devoir découvrir le concept du faux comédien. C'est intéressant. Et qu'on s'est connus sur un tournage tous les deux, voilà, et que Mathieu faisait déjà avec une petite caméra le making-of en même temps qu'il jouait avec nous. Et on a fait des documentaires sur la place des femmes pendant de nombreuses années, depuis 2010-2011, et c'est notre première fiction. Voilà, mais... non, mais on peut boucler. Tu demandais l'origine du projet, comme oui. Ces 3 documentaires ont été produits par Christy Molia, qui a l'initiative à l'origine de cette Olympe, cette fiction que vous allez voir. C'est elle qui a initié ça et qui nous a mis dans la boucle. Je le dis d'autant plus qu'elle a une sœur. C'est notre productrice, elle a une sœur dans la salle. Elle a une mère à Biarritz. Voilà, qu'on salue donc en direct. Voilà. Mais Christy était la productrice de tous nos documentaires, voilà. Voilà, donc c'est important. Après, il y a une autre chose qu'on dit souvent aussi, parce qu'on insiste, Olympe est très connue pour son féminisme, mais c'était surtout, on en parlait, une humaniste avant tout, c'est-à-dire qu'elle se battait pour toutes les égalités, entre blancs, entre noirs, entre riches, entre pauvres, enfin un monde un peu moins pire que ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Et ça nous tenait à cœur d'autant plus de parler de cette dame-là. Voilà, et après on a dit quelques bêtises là-dessus, mais c'est pour ça qu'il y a Élise
qui est là et qui, avec Florence, elles font un livre à partir du film. On appelle ça une novélisation. Je ne sais pas si le mot est très heureux, mais enfin... Alors un livre, c'est un livre documenté ou bien un récit? Une fiction historique. Une fiction historique, d'accord. Comme ça, voilà. Donc on a essayé d'apporter un éclairage de littéraire, ce qu'on est Florence Lautry et moi-même, mais avec évidemment le travail des archives, les textes aussi, qui sont déjà très présents dans le film. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film. On entend les textes, et là, on a essayé évidemment d'en mettre encore d'autres, d'être plus dans les pensées du personnage, ce que peut nous permettre la fiction. Voilà. Peut-être... Vous vouliez dire quelque chose, Julie? Donc, qui sera publié là, en février, juste chez avant Flammarion, en même temps que la diffusion. Et c'est ça qui était intéressant de travailler ensemble en parallèle, puisque vraiment, ça vous remet dans l'époque. Nous, on vous montre, mais vous allez le deviner, qu'il fait très, très, très chaud pour cette première journée du film. Mais on ne peut pas écrire, il faisait très, très chaud. C'était la canicule, la première canicule. Elle vous recontextualise et c'est assez fabuleux. Elle part du scénario, en fait. Elle part du scénario de pour notre raconter scénario mieux pour l'histoire d'Olympe. Voilà. Alors peut-être, bien sûr, on aura le temps tranquillement d'évoquer, de parler d'Olympe de Gouges après la projection. Peut-être un mot de votre point de vue à vous sur la postérité, la notoriété d'Olympe de Gouges, l'évolution. Tout à l'heure, Julie Gaillet évoquait le fait que, à l'occasion des Jeux Olympiques, tout d'un coup, enfin, elle apparaît comme une figure de l'histoire française et même de l'histoire universelle. Mais ça a été loin d'être le cas auparavant. Donc, comment ça a évolué depuis le 18e ? Alors déjà, je trouve aussi qu'il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Olympe de Gouges est très connue, très célèbre, très célébrée. Donc les JO, les rues, les bâtiments. Mais finalement, personne ne la lit, ou la lit très peu. Les gens connaissent la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais finalement peu les autres textes. Or, elle a écrit un roman épistolaire, un conte philosophique, beaucoup de pièces de théâtre, et évidemment ses brochures et ses affiches. Donc déjà, je trouve que dans la postérité, il y a un paradoxe. On la connaît pour l'un de ses textes qui finalement n'est pas pour elle le plus, n'est pas celui qu'elle aurait mis en avant. Et puis pour la postérité plus contemporaine, donc c'est vraiment les universitaires plutôt américaines qui ont redécouvert et qui ont travaillé sur Olympe de Gouges, donc Joanne Scott, Janice Vampé, et après en France, dans les années 80, des chercheurs comme Olivier Blanc ont remis au goût du jour, si j'ose dire, ou des éclairages nouveaux sur Olympe de Gouges. Donc c'est les années 80, c'est quand même... C'est 2 siècles après, quand même. Voilà, exactement. Et c'est relativement récent à l'échelle encore... À l'échelle... Je dirais même que c'est intéressant parce que je crois que c'était publié en 1981, oui. Donc année de l'abolition de la peine de mort, pour lequel donc vous verrez Olympe de Gouges s'est beaucoup battue. Et ben c'est la première biographie qui sort en France réellement complète sur elle. C'est assez troublant. Donc déjà bravo à tous les deux pour votre film, à la fois pour l'interprétation et pour la réalisation. C'est important de souligner ces deux fonctions à la fois. Et la première question, peut-être, nous sommes à l'Unipop Histoire, donc peut-être déjà, si vous pouviez évoquer les sources, comment vous avez préparé, travaillé le récit. C'est toujours difficile de mettre en narration, en récit, un personnage comme ça, historique. Alors tout à l'heure, avant notre rencontre, vous évoquiez notamment le livre Guillotiné de Cécile Berly comme une de vos sources, et puis également le livre de Benoît Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges. Alors on peut partir de ça, peut-être vous avez d'autres sources que vous souhaitez évoquer par rapport à votre travail. Alors oui, déjà Mathieu Busson en parlait, mais c'est vraiment Christy Molia, la productrice, qui voulait développer, on avait cette envie commune toutes les deux de faire une série sur les femmes dans la Révolution. Voilà, plus largement. On en parlera peut-être, mais c'était une période, comme vous avez pu le voir, où il y avait des clubs de femmes, que ces clubs de femmes ont été interdits, mais il existait ces clubs de femmes, que même en Angleterre, avec Mary Wollstonecraft, qui était donc la mère de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, mais cette femme incroyable, elle aussi féministe, engagée en Angleterre dans cette même période, voilà, on avait envie, et Christy est partie sur ça pour développer et produire un film donc un peu plus large, avec Thermoigne de Méricourt, avec toutes ces femmes incroyables pendant la Révolution française. Et malheureusement,
ça a été compliqué d'arriver à financer cette série-là. Et c'est bien parce qu'Olympe de Gouges n'a jamais été représenté que finalement, c'est ce que Christy est revenue vers nous, enfin revenue vers moi, parce qu'à l'époque, toi, Mathieu, tu n'étais pas dans cette aventure et tu ne voulais pas en être. Il se disait, je me souviens de Mathieu qui disait... Mais elles sont complètement jetées de se lancer là-dedans, parce que c'était... Enfin, on ne se rend pas compte, mais... On va parler de l'histoire, mais c'est vrai qu'on savait d'emblée que ça se ferait dans des conditions moins faciles qu'un grand film au cinéma, quoi. Oui, parce que la différence aussi, c'est que c'était cette envie commune que nous avions, et avec Christy et avec Mathieu, de se dire que si jamais il y avait un film, en tout cas Christy, c'était son envie, c'est que ce soit pour le service public, pour que le plus de Français possible le voient. C'était vraiment une volonté de le faire pour France Télévisions, pour que tous les Français la connaissent. Donc ça, c'était une vraie volonté. Mais la grande différence, c'est que c'est quand même notre argent, c'est l'argent public. Donc ça veut dire qu'il y a des barèmes, on ne paye pas les techniciens plus que certains montants. Les films, c'est comme ça, un film en costume... J'essaye d'expliquer souvent que c'est aussi une différence cinéma-télévision déjà, mais en plus de ça, il y a chez France Télévisions cette envie de faire attention sur les budgets. Bref, en tout cas, Christy était partie sur ce développement. Et quand on est... et je me souviens c'est donc elle qui a choisi les scénaristes et qu'on a pitché à des scénaristes cette envie. C'était aussi avec un écho avec ce qui se passait aujourd'hui et les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et par rapport à Olympe de Gouges, c'était assez frappant cette pièce de théâtre qu'elle a écrite contre l'esclavage, donc le sujet du racisme, et ce qu'on voit là dans la scène avec Madame Roland, c'est-à-dire ce qu'on parle aujourd'hui d'intersectionnalité des luttes, mais il y avait ça, il y avait tout de suite cet écho par rapport à aujourd'hui. Donc bref, on est parti sur ce développement, et là c'est vraiment Christy qui a développé le scénario. Et nous n'étions pas... Enfin, moi, c'était vraiment comme productrice et aux côtés de Christy, je trouvais ça fabuleux qu'elle fasse ça et juste partager un peu cette expérience. Et puis la série ne s'étant pas faite, la personne qui devait... la réalisatrice qui était attachée à ce projet a dit si c'est une fiction et si c'est un seul film, moi j'ai mon cinéma et donc plus de réalisateur. Et c'est là où on s'est dit... On s'est fait avoir, quoi. Personne ne voulait le faire, en gros, donc on l'a fait, quoi. C'est pas vrai. Nous, dans notre travail avec Mathieu sur la place des femmes dans le cinéma, très tôt, dès notre premier documentaire, on s'était rendu compte qu'on ne parlait pas d'Alice Guy, que les cinéastes elles-mêmes ne la connaissaient pas bien. Sur les 20 réalisatrices qu'on avait interviewées à l'époque, il n'y en avait que 2 qui connaissaient Alice Guy. Alice Guy, si vous ne la connaissez pas, c'est la première personne à avoir fait des films de fiction. Donc des films de cinéma, on pourrait dire. C'est-à-dire que juste après les frères Lumière qui posaient leur caméra, qui faisaient du documentaire ou cinéma du réel. Cinéma du réel, voilà, un peu de fiction aussi. Mais la première qui a dit on va prendre une histoire comme au théâtre ou comme dans un roman avec des costumes qu'on va inventer tout et mettre une caméra, c'était une femme. Et on l'a glissé sous le tapis longtemps, quoi. J'allais dire, ça va rejoindre un peu ce que tu pourras dire sur Olympe, mais c'est les Américains qui ont parlé d'elle d'abord, puisqu'en réalité, donc c'est un peu l'histoire des femmes. Alice Guy travaillait pour Léon Gaumont, elle se marie, donc elle pousse Gaumont qui faisait de la photo, elle était très fascinée par les recherches et les caméras, et elle parle de cette fiction, il faut faire des films avec... Elle va épouser Monsieur Blaché, qui travaillait pour la Gaumont en Allemagne. Et Monsieur Blaché et elle, au moment... Donc elle devient Alice Blaché, comme les femmes qui changent de nom. Et il va être envoyé aux États-Unis pour relancer la Gaumont aux États-Unis. Et donc, c'est un peu l'histoire des femmes. Personne ne faisait le lien entre Alice Guy en France et Alice Blaché quand elle part aux États-Unis. Et c'est les Américaines, et c'est vraiment dans les premiers livres d'histoire aux États-Unis dont on a parlé, un peu comme Olympe. Alors, je vous passerai évidemment la parole. Quand je dis vous, c'est à la fois à Pessac et dans les autres salles. Il va y avoir le numéro de téléphone qui va s'afficher, sur lequel vous pourrez envoyer des SMS. Alors, Élise Pavie, vous êtes maîtresse de conférence à Bordeaux-Montaigne. Vous travaillez sur la littérature du 18e, la littérature française du 18e. Peut-être un mot sur les origines sociales Olympe de Gouges. On voit bien dans le film qu'il y a une hérédité qui est une hérédité, on va dire, originale. Est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport au film d'où vient Olympe de Gouges? On sait que c'est du sud-ouest, la région. Alors. Montauban.
Donc elle est originaire de Montauban, et donc c'est plutôt la petite bourgeoisie de province, avec sa mère, Anne-Olympe Mouisset, qui est plutôt donc d'origine bourgeoise. C'est l'industrie drapière, donc les draps. Il faut que tu le mettes vraiment sur ton menton, comme ça. Et son père, voilà. Et son père, donc boucher. Donc on est sur une petite bourgeoisie de province. Et après, son père naturel, en revanche, donc Lefranc de Pompignan, lui... c'est quand même un homme de lettres. Il fait paraître Didon, donc une tragédie qui est reconnue. Il aura sa place en 1759 à l'Académie française. Donc on voit bien que c'est la noblesse contre la bourgeoisie de province, si j'ose dire. Et après, véritablement son parcours est aussi celui d'une ascension sociale, quand même, puisqu'elle monte à Paris, il n'y a pas d'autre terme. Elle monte à Paris et puis elle commence à côtoyer progressivement, évidemment, mais donc l'élite culturelle, intellectuelle du siècle, à travers d'abord sa volonté de se faire jouer à la Comédie Française, donc faire jouer ses pièces de théâtre, et ensuite elle gravite autour, elle n'est pas membre, mais elle gravite autour de cercles, et on voit dans le film, la Société des Amis des Noirs, elle gravite autour des Condorcet, on voit moins dans le film, mais qui est un personnage qui tient à cœur à Julie, et donc voilà, elle gravite petit à petit donc autour de cette élite intellectuelle, littéraire, politique de cette fin du XVIIIe siècle. Alors, Condorcet, pardon, allez-y, Julie. Je précise parce qu'elle envoie quand même sa pièce de théâtre. Ça, c'est Benoît de Groult, et vraiment, je vous conseille de lire ce petit livre sur Olympe. Mais donc, elle envoie anonymement la pièce à la Comédie Française. Donc, c'est une pièce contre l'esclavage, et ils la prennent, ils décident de la jouer, et quand ils vont comprendre que c'est une femme, ne vont plus vouloir le jouer. C'est ça, si je ne m'abuse, je ne fais pas d'erreur. Tout à fait. Et elle va se battre pendant 5 ans, et elle va risquer même d'être emprisonnée. Enfin, à un moment donné, ils ont commencé à la trouver gonflante parce qu'elle ne lâchait jamais, comme vous avez pu voir dans le film. J'espère que j'ai réussi à au moins faire passer ça. C'est elle ne lâchait pas. Voilà. C'était... Agnès Varda m'a transmis ça. Donc moi, je peux vous dire, je l'ai vue en vrai, pour de vrai. Et tout à fait. Et dans les archives de la Comédie Française à Paris, c'est intéressant parce qu'on voit toutes ces lettres où justement elle ne lâche rien. Et d'ailleurs, elle dit rien ne m'arrêtera, et elle veut se faire jouer. Et donc il y a des lettres de refus. Les comédiens ralentissent des cas de fer pour jouer cette pièce qui, en plus, entre-temps, avec l'actualité politique, devient de plus en plus problématique, puisque avec la révolte dans les colonies, etc. Donc sa pièce elle-même, elle modifie aussi sa pièce. Donc au début, ça s'appelle Zamor et Mirza, ou le renaufrage. Après, ça s'appelle l'esclavage des nègres, ou le renaufrage. Et après, l'esclavage des noirs, ou le renaufrage. Donc rien dans le changement de titre, on voit bien que la pièce devient de plus en plus partisane, et le changement de mots entre nègre et noir, évidemment, c'est aussi une prise de conscience donc qui est aussi politique. Ouais. Alors, vous citiez Condorcet, il fait partie des quelques personnalités qui la soutiennent ou qui l'accompagnent. Disons que, alors c'est pour ça que j'ai pris ce petit livre, ton livre, avec tes notes, Élise, mais ça fait partie des choix qu'on a dû faire, parce que bon, voilà, on a voulu parler de la sororité dans la prison, l'enfermement des femmes dans l'histoire, on a beaucoup œuvré, mais Mathieu va expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne pouvait pas tout dire. Je me souviens que Christie, au tout début, avait même fait travailler sur l'idée que ça aurait pu être sa petite fille qui viendrait questionner Sophie Condorcet, et puis on ferait comme ça. En tout cas, on savait qu'en 1h30, c'est-à-dire le budget qu'on avait, et pas 1h35, 1h30, on savait qu'il fallait faire des choix, et que cette idée de flashback fonctionnait bien. Puis après, on vous dira pourquoi l'enfermement, mais... c'était compliqué d'y mettre Condorcet. Et malgré tout... En plus, il était girondin, donc ça la foutait mal. Elle était girondine. Oui, elle aussi, mais... Elle était girondine, il était girondin. Mais donc je me permets de dire, parce que quand même, Condorcet, c'était... Voilà, ça c'est un de mes grands regrets. Et en même temps, on ne peut pas tout mettre. Et c'était sur Olympe. Et donc, commencer à expliquer, c'était assez compliqué de faire un film... qui donne de l'énergie, en fait. Moi, l'essentiel pour moi, et avec Mathieu, on en a beaucoup parlé, c'était de donner envie de lire plus. Donc, de lire les notes d'Élise. Tu as écrit, alors en tout cas là, c'est une petite citation de Condorcet que moi j'adore. L'égalité des droits établis entre les hommes dans notre nouvelle constitution nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intarissables plaisanteries.
Mais jusqu'ici, personne n'a pu encore y opposer une seule raison, et ce n'est sûrement ni faute de talent, ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les deux sexes. Voilà, c'est ce que dit Condorcet, et comme tu l'écris, il faudra attendre encore de longs siècles pour parvenir à cette égalité de droits, toujours inexistante dans certains pays, et dans ses mémoires sur l'instruction publique 1791 et son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet constamment exige la déconstruction des préjugés et la nécessité d'une instruction publique. L'exclusion et les inégalités sont contraires à la réunion des sexes, elle-même propice au progrès qui ne promet pas le bonheur, mais la liberté. Voilà, Condorcet qui a donc fait passer le droit de divorce. Moi, j'ai découvert ça. C'est un décret qui est passé au moment de la Révolution française et il paraît qu'il y a eu un raz-de-marée, si je ne m'abuse, de demandes de divorce à ce moment-là. Je crois que c'est 5 millions, c'est très impressionnant, de demandes de divorce à la grande majorité par les femmes qui devaient en avoir marre de leur mari. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions des autres salles, alors notamment une question de Anna E, qui est collégienne. Bonsoir et merci pour ce beau film. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quelles sont les avancées qu'Olympe a provoquées? J'ai réalisé récemment un exposé, j'adorais la découvrir. Alors, qui veut répondre? Elle a parlé des inégalités. Elle a, dans les grandes avancées, moi, il y en a une qui m'a frappée, puisque elle parle pas d'elle quand elle parle de ça, mais c'est sur... Je sais pas. Non, ça va. Sur la reconnaissance des enfants illégitimes. Je pense que ça a été une vraie évolution dans la société, puisqu'elle parle de ça au travers... Alors vraiment, c'est pour ça qu'il faut lire Olympe, et c'était une passion, mais elle parle de ces femmes qu'elle voyait à l'Hôtel Dieu, donc l'hôpital, qui avait soit s'était jetée par la fenêtre, certaines se jetaient par la fenêtre et ne se radaient pas, mais qui avaient été séduites par des hommes qui leur avaient promis le mariage et puis qui, finalement, non. Et donc elles étaient enceintes et elles étaient renvoyées du foyer. Enfin, c'était une honte, une hérésie. Elles se retrouvaient sans rien et déclassées. Donc elle a parlé de ça sur les femmes. Et ça, aujourd'hui, dans la société, ça, c'est une vraie avancée qui a eu lieu longtemps après. Après, c'est ce qu'on disait au début. Et comme elle était humaniste, elle s'est battue sur beaucoup de fronts, effectivement, pour l'égalité entre blancs et noirs. Elle a quasiment proposé, en tout cas, un impôt sur la fortune. Une caisse patriotique. Une caisse patriotique. Elle a proposé des asiles pour les vieux, une aide qui pourrait être le chômage aujourd'hui. Le droit de vote, des ateliers pour les travailleurs qui avaient été blessés, pour les ouvriers blessés. Le droit de vote, évidemment. Elle était contre la peine de mort fermement jusqu'au bout. Et c'est plein de choses qu'elle a participé à provoquer, mais qui n'ont vu... Le jour que bien plus tard. Ouais. Elle a fait partie des gens qui ont fait prendre conscience à la fois de certaines propositions, la pertinence de certaines propositions. Oui. Oui, et tout ça en étant autodidacte, c'est-à-dire vraiment en assistant à des cours. Et elle avait vu, par exemple, chez des chercheurs que elle a été hygiéniste avant l'heure, donc que comme les femmes mouraient beaucoup en couche, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4 femmes sur 10, c'est ça, mouraient en couche. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et elle disait, il faut absolument des maisons propres pour que les femmes accouchent. C'était cette idée de l'eau bouillante. Et elle le demandait pour elle-même, d'ailleurs, parce qu'on la voit en prison. Alors, grâce à Guillotiné et eux, le livre dont vous parliez, on a lu qu'elle s'était blessée au genou, qu'elle avait fait sûrement une surinfection, qu'elle avait 42 fièvres. Donc, on a essayé de mettre ça, la chaleur dont vous avez réécrit dans vos textes. Mais... voilà, on a essayé donc elle était quand même très en avance sur beaucoup d'idées. Cette idée des maisons propres, c'était très très moderne pour l'époque. Alors, c'est un micro. Vous évoquiez dans l'introduction son œuvre littéraire, en fait, parce que Olympe de Gouges, aujourd'hui, est connue, son œuvre moins, même si, bien sûr, il y a le texte qui est proposé cette année encore au baccalauréat, donc la Déclaration des droits de la femme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter synthétiquement quelle est son œuvre littéraire, justement, qui n'est pas si facile que ça à lire, puisque en termes d'édition, c'est pas forcément si facilement diffusé que ça. Exactement, il y a une sorte de paradoxe aujourd'hui entre le fait que tout le monde reconnaît Olympe de Gouges, mais qu'elle est encore très peu lue, qu'on connaît que
que, entre guillemets, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un peu aussi la pièce de théâtre sur l'esclavage des Noirs. Mais effectivement, c'est l'autrice d'à peu près 80 textes. Donc elle a commencé vraiment par donc les pièces de théâtre. Elle a écrit Le mariage inattendu de Chérubin, donc qui est une suite de Beaumarchais. Elle a écrit aussi Les mémoires de Madame de Valmont, donc suite de l'ouvrage de Laclos. Donc en fait, elle commence plutôt sa carrière littéraire, si j'ose dire, par des pièces de théâtre, par ce roman épistolaire. Et puis ensuite, c'est vraiment progressivement, aussi parce que l'actualité politique du temps, hein, ce sont les brochures et les affiches politiques donc, qui vont prendre progressivement toute la place, même si elle continue encore tout du long à écrire notamment du théâtre, hein, jusqu'à la fin, Molière chez Ninon. Bon, bref, donc voilà, c'est une œuvre beaucoup plus conséquente que ce qu'on s'imagine. Et effectivement, il y a une belle édition complète, donc des œuvres complètes d'Olympe de Gouges dans les éditions Cocagne, qui est une édition de Montauban, maison de Montauban. Mais il y a quand même une difficulté matérielle hein, quand même à lire Olympe de Gouges, même si on a cette édition Cocagne et les éditions d'Olivier Blanc en histoire ou de Gisela Thiel-Knobloch pour le théâtre, il y a quand même une difficulté parce que elles sont mal distribuées tout de même, ces éditions, et puis elles sont assez onéreuses aussi, donc pour le grand public, c'est difficile. En bibliothèque, c'est accessible, j'imagine. Voilà, oui, tout à fait, mais bon, du coup, c'est quand même dommage. Oui, oui. C'est assez formidable parce que le théâtre, c'est quand même très vivant, très parlant, très parlé comme écriture. Son théâtre, en plus, va vite aller vers la chronique. Son théâtre, en réalité, c'est pas cette première pièce qui est la plus connue, qui est la meilleure, c'est plutôt les dernières, qui sont plus comme des chroniques et qui va vers un nouveau théâtre, d'ailleurs assez intéressant. Et elle a écrit des choses comme sur les vœux forcés, sur l'enfermement des femmes, parce que je parlais de ça, la raison pour laquelle aussi on a eu envie de parler de la prison. Elle a parlé de toutes ces femmes qu'on envoyait dans les couvents quand on voulait s'en débarrasser. Donc elle a beaucoup parlé de ça, de l'enfermement des femmes. Et l'idée, c'était pour nous aussi de parler de la sororité au travers de cette prison. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce théâtre très parlé, c'est qu'elle parle d'elle beaucoup, donc elle fait presque une biographie, hein, vraiment. Et elle a quand même écrit des choses très fortes sur le fait que les femmes s'opposent. La phrase exacte, c'était « quand les femmes cesseront de s'opposer les unes aux autres et de médire sur leur propre sexe ». De quand même dire ce tabou qui est que aussi les femmes peuvent être le pire ennemi des femmes et comment les femmes devraient se mettre ensemble. Elle parle de la sororité. Et ça, c'est le travail qu'on a fait avec Mathieu, que tu as fait, toi, Mathieu, aussi sur le scénario, de ce groupe de femmes dont elle va essayer de les faire changer sur ce regard de compétition que les femmes peuvent avoir par rapport à l'œil de l'homme, au regard de l'homme. Voilà, mais c'est très intéressant de lire son théâtre, je trouve, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas si facile d'y accéder. Alors, j'ai une question. Et je pense que si elle a été décrédibilisée, il faut que j'arrête. On n'arrive pas à la débrancher. C'est parce qu'elle a fait cette suite à Beaumarchais. Et c'est Beaumarchais qui va écrire qu'elle ne sait pas écrire, qui va dire d'elle que c'est ce qu'il a dit de lui, qui a été repris, copié-collé, comme on pourrait dire les jeunes aujourd'hui, sans cesse après dans l'histoire. Parce qu'il a été extrêmement vexé qu'elle fasse ça. Elle l'a carrément... elle l'a... Je sais pas, défié en duel, mais un duel de on va écrire une pièce de théâtre en un soir, on verra qui écrit le mieux. Donc il l'a très très mal pris. Je peux vous dire que ça ne s'est pas bien passé. Donc voilà, ça a commencé par ses écrits. C'est évidemment essentiel et on retrouve ça pour d'autres artistes femmes qui ont pu être dénigrées de manière excessive ou injuste. Alors, un bonsoir de Biarritz. Bravo pour ce film. Pourquoi a-t-elle choisi ce nom, Olympe de Gouges, qui n'est pas son nom original? Ouais, Anne Olympe, c'était le prénom de sa mère. Et après, on ne sait pas trop. Mais alors, la particule, elle rajoute la particule. Elle rajoute la particule et après, il y a la prononciation. C'est-à-dire que, en fait, gouze, ça se dit plutôt gouge prononcé en occitan. Donc, et le 2, je pense qu'on ne sait pas trop, mais c'est une petite particule de noblesse littéraire, je pense, plus que de noblesse aristocratique. Ça peut vouloir dire la fille de, la particule, et puis aussi, c'est vrai, Voltaire signe de Voltaire. Donc, c'est aussi une pratique un peu littéraire ou de se nobiliser, enfin devenir un peu noble. En tout cas, elle s'émancipe, ça c'est sûr. Alors, bonsoir, merci pour ce magnifique film. Je souhaiterais savoir si le personnage de Madeleine, la co-détenue d'Olympe, a vraiment existé et si le sauvetage de ses enfants est un autre de ses hauts faits. J'ai trouvé cette confrontation avec cette femme Madeleine aux idées opposées et la grande humanité qui s'en dégage vraiment très forte. Merci d'avance, cordialement, Carole.
Merci. Alors Madeleine, oui, a vraiment existé. Madeleine de Colly a vraiment existé. Elle était vraiment en prison. Elle était vraiment la femme d'un fermier général. Les fermiers généraux, c'était en gros ceux qui prenaient les impôts pour le roi à l'entrée de Paris. Donc des gens très mal vus. Et qui a été condamnée à mort, et elle aussi. Donc elle a vraiment existé. Elle avait vraiment ses enfants dans la prison des hommes à côté, avec qui elle communiquait. Et après, on passe à la fiction. Pour l'évasion, ça c'est les scénaristes qui l'ont inventé, pour que ça soit un peu plus... D'accord, ça fait partie du travail de cinéma de fiction. Voilà. Exactement. Mais... Julie, allez-y. Mais non, mais il faut amener de la fiction, non, c'est sûr. Ah ben, voilà. En fait, non, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est qu'elle aurait pu s'échapper, mais les prisons n'étaient pas si fermées, c'était des maisons de santé. Voilà. Madeleine de Colly, voilà, elle aurait pu s'échapper en tout cas, et l'idée, c'était de montrer qu'elle ne voulait pas, qu'elle le voulait, ce procès, parce qu'elle se considérait, elle, comme révolutionnaire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Madeleine de Colly est jugée, va être guillotinée parce que c'est la femme d'eux. Pareil pour Marie-Antoinette, pareil pour Madame Roland, mais en réalité, toutes les femmes étaient guillotinées parce que c'était les femmes d'eux ou parce qu'elles étaient aristocrates. Donc en réalité, Olympe de Gouges, moi, ça a été une prise de conscience, peut-être que je me trompe, mais de me dire, mais en fait, c'est la seule femme qui a été guillotinée pour ses idées politiques, réellement. Et c'est le seul buste aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale face à Jaurès, le seul buste de femme, pardon, c'est la seule femme face à Jaurès dans l'Assemblée nationale. C'est depuis 2016, et c'est grâce à Valérie Rabault, cette députée donc, du Tarn-et-Garonne, qui avait financé aussi toutes les recherches sur ces textes, et donc que je voudrais saluer. Mais voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est important qu'on comprenne que elle a été voilà, c'était pour ses mais idées le film politiques. le dit très bien. Le film le dit très bien. Voilà. On voit très bien que c'est par rapport donc, Madeleine de Colly à ses idées, à son combat. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Pessac? Devant, avec le... Voilà, pas seulement que des SMS, des vraies questions de vive voix. Bonjour. Je me demandais si on l'entend dans sa jeunesse parler que elle a comme modèle Voltaire, etc. Est-ce qu'elle a lu des autrices comme Émilie du Châtelet ou Madame de Villeneuve qui auraient pu être des rôles modèles ou qui auraient pu l'inspirer dans sa carrière d'autrice? Alors, elle a beaucoup lu. On le sait puisque dans ses textes, elle cite beaucoup. Donc elle cite Voltaire, comme vous dites. Elle cite aussi beaucoup Rousseau, notamment Le Contrat social, qui est évidemment un texte majeur à cette époque. En revanche, c'est une excellente question. Et ça m'a toujours intriguée en plus. Elle cite peu de femmes. Mais les femmes se citent peu entre elles. Aussi, pas parce qu'il n'y a pas de sourire... Enfin, là, c'est de l'ère de l'interprétation. À mon avis, pas parce qu'il n'y a pas d'entraide ou de sororité ou de bienveillance des autrices les unes avec les autres, mais tout simplement parce que malheureusement, l'argument d'autorité au XVIIIe, c'est Voltaire, c'est Rousseau, donc voilà, elle cite pas les autres, à mon avis, plutôt pour cette raison. Mais elle a une culture qui est assez drôle, assez fantasque, parce que c'est une culture très hétéroclite. Donc elle cite autant Voltaire, Rousseau que Sedaine, donc des auteurs qui pour nous ne sont pas tout à fait sur le même plan. Elle cite beaucoup Laclos, tout à fait. Elle cite beaucoup Laclos qu'elle a beaucoup lu, et les mémoires de Madame de Valmont, évidemment, suite de Laclos. Donc voilà, cette culture hétéroclite est très originale, et le fait qu'elle mêle cette culture savante, les grands auteurs, à une culture plus secondaire, Sedaine, donc des dramaturges de plus bas niveau, si j'ose dire, enfin moins connus, et puis aussi une culture populaire, moi ce que j'aime beaucoup. Elle cite beaucoup des proverbes, des chansons, aux grands mots les grands remèdes, ça ira évidemment. Donc voilà, ça fait de ces textes des choses très vivantes, très énergiques. Alors, oui, une autre question à Pessac. Et une autre tout en haut après. Oui. Voilà, j'ai une question un peu. Oui. À un moment donné, on voit qu'elle va avoir une pièce du marquis de Sade. Et justement, est-ce qu'elle l'avait rencontré? Est-ce qu'ils avaient échangé, etc. Parce que le marquis de Sade, évidemment, continue à être un écrivain extrêmement contesté.
Tout à fait. Alors vraiment, là, je dois vous répondre sincèrement, pour les archives, on ne sait pas. Hein. En revanche, il est vraiment probable qu'elle ait lu Sade, hein, et la pièce de théâtre qui est jouée, elle était vraiment jouée, ça pour le coup, ça a été vérifié. Elle a été, et nous aussi, on l'a fait vérifier. Elle a vraiment été jouée à cette même période. En revanche, je serais un petit peu moins... Sade, aussi paradoxal que ça puisse paraître, Sade a écrit aussi des textes qui sont assez féministes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des... Bon, sous des... façon un petit peu énergique, mais même par une prise de possession d'un pouvoir de domination ou d'un pouvoir sexuel. Mais finalement, paradoxalement, Sade a aussi des textes qui sont très féministes d'une certaine façon. Après, en dehors de cette considération-là, on a aussi mis plein de petites choses comme ça à différents niveaux dans l'histoire, dans le scénario, pour donner à voir ce que pouvait être la Révolution aussi. C'est-à-dire que, étonnamment, à partir de 91, 92, c'est la multiplication des théâtres. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant joué à Paris. On pourrait croire qu'il n'y a que des massacres, des choses comme ça, mais en fait, il y a plein de théâtres qui voient le jour, qu'on a encore aujourd'hui, comme ceux des grands boulevards et tout ça. Il y a plein d'auteurs qui se mettent à jouer. Et donc, en fait, alors qu'on tue, qu'on guillotine, on sort comme jamais au théâtre. Donc, nous, on n'avait pas les moyens de tout mettre dans le film, mais on met parfois des petites touches pour dire c'est le bordel, c'est la révolution, mais on va quand même continuer à s'intéresser à la culture et ce genre de choses. Et sa pièce, qui donc n'a été jouée que 3 fois, comme il est dit, son fils lui dit, mais ça va être la réalité, puisqu'en fait, les sucriers, enfin tous les... c'était eux qui étaient les grands mécènes, qui avaient les loges à la Comédie Française, donc on fait huer et arrêter la pièce, mais on fait quand même jouer 3 fois, parce que donc j'ai découvert ça aussi, qu'une fois qu'elle avait été jouée 3 fois, elle appartenait à la Comédie Française, à la grande troupe, et ne pouvait plus être jouée nulle part ailleurs. Donc ça a été son grand drame, c'est qu'elle s'est battue pour qu'elle soit jouée, mais finalement, ça l'a totalement empêché d'être plus jamais joué et complètement disparu. Et on a les recettes, donc l'argent de la Comédie Française, donc on sait le nombre de publics, etc. Donc la première se passe raisonnablement, c'est pas un bide. Donc c'est important de le dire. Et elle en veut beaucoup à la Comédie Française de la jouer à des moments qui, il faut être honnête, sont peu propices quand même à aller au théâtre, puisque c'est 28 décembre, 30 décembre, 1er janvier. Voilà, elle est jouée que 3 fois, fin décembre, tout début janvier. Bon, a priori, c'est pas les meilleures dates, il faut être honnête. Après, elle en rajoute, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas les meilleures dates. Question en haut. Ouais. Pardonnez ma curiosité, mais on dirait que le film est dédié à Laurence. Qui est Laurence ? Ah ben là, c'est un peu émouvant. C'est ma maquilleuse, Laurence, et qui nous a quittés depuis le tournage. Voilà, ça a été très... Elle a fait beaucoup de films avec moi. Depuis longtemps, dans Marion de Trésor pour toujours. Donc on avait envie de lui rendre hommage, puisque depuis, voilà. Et qui a fait, alors là, pour le coup, les coiffures, maquillage, la coiffure, la coiffeuse Véronique Pfluger, moi j'ai dit Pfluger, donc comme quoi, Pfluger, Véronique ne m'en veut pas, qui habitait dans le Gers, qui pour la première fois pouvait aller coiffer, puisqu'on a tourné tout dans la région Occitanie, on tenait à tout tourner... là où venait Olympe de Gouges. C'était une équipe assez fabuleuse, parce qu'on leur avait donné quand même un peu des axes, comme je l'ai dit en préambule, mais il fallait que ça ressemble un peu à Olympe de Gouges, ce tournage, donc paritaire, ça c'était nécessaire, et on en avait très envie avec Mathieu, une équipe paritaire, beaucoup, les 3/4, même un peu plus de techniciens locaux, et avec... un peu d'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on avait dit au chef d'éco comment on peut trouver, à la chef d'éco Valérie, comment on peut trouver une façon d'être le plus éco-responsable, mais aussi pour les costumes. Et donc, ils n'ont pas créé de costumes, ils ont utilisé des stocks de costumes qui existaient, il y en a tellement sur le 18e, même si là, il y avait une série sur Marie-Antoinette qui nous a beaucoup pris des costumes. Donc, elle allait voir tous les loueurs et elle a réinventé des costumes par rapport à des costumes qui existaient déjà, on n'a rien créé. Et ça, Sandrine Bernard a fait un travail incroyable. Et voilà, et pareil, pour les décors, c'était formidable. On avait ces espèces de bâches, comme de bâches en jean, qu'elle roulait, comme ça, qu'elle mettait sur les murs et qu'elle projetait de peinture. Et après, hop, elle roulait et elle ramenait sur le prochain film. Donc nous, il venait de chez Maria, le film sur Maria Schneider. Il partait sur un autre film après. Plutôt que d'avoir ces feuilles en bois qu'on détruisait après tous les tournages et qu'on brûle... Elles avaient une machine pour les pinceaux absolument fabuleux, parce que ça consomme 20 litres pour rincer un pinceau de peinture. Mais c'était une centrifugeuse. Ça enlevait toute la peinture du pinceau. Enfin voilà, ils ont fait...
C'était une équipe... La question, c'était pourquoi Laurence? Je rappelle. Mais elle a répondu à la question aussi. Si je peux me permettre. Une grosse digression. Alors, une autre question de Montignac-Lascaux. Les minutes du procès ont-elles servi pour les scènes finales ou bien est-ce inventé? Merci. Elles ont servi. Ah ben voilà. Non, elles ont... Ça, pour le coup, il est très documenté. Donc, on s'en est... Il n'y a quasiment rien d'inventé dans ce qu'on dit. On ne l'a pas fait dans la totalité. C'était assez court, hein. C'était des procès expéditifs. Ça durait une journée. Nous, on le condense en 5 minutes. Mais Ce qu'on entend... Non, c'était clair. Ouais, Vous n'êtes pas d'accord, une là. journée. Et... Tu vas nous dire, Élise, mais je crois que c'était une journée qu'elle exécutait le lendemain matin. C'est très rapide, quoi. Il y en avait, ça débitait, enfin, il y en avait énormément, c'était l'usine. Mais tous les mots, quasiment, sont inspirés des écrits du procès. Du procès lui-même. Ouais. Et donc, il y a une question qui revient, là, dans les SMS que je reçois. Qu'est devenu son fils et sa petite-fille? Donc ça, c'est une personne de Vérac, de Lucello à Vérac, qui pose la question. Je continue ou tu veux faire? Tu veux dire alors, son fils... Nous, on fictionne un peu, on sous-entend qu'elle demande à son fils de le renier, de la renier dans le film. On ne sait pas si elle lui a demandé ou pas, mais lui, il a renié. Il a renié sa mère, sûrement pour être épargné, pour ne pas être accusé d'être complice et pour ne pas lui aussi passer à la guillotine. Et comme quelques années après, il a regretté, il a dit qu'il n'avait pas vraiment renié, qu'il avait été un peu forcé, que ce n'était pas lui qui avait écrit le truc. Enfin bon, mais ça n'a pas été très bien pris par ses supérieurs et il a été envoyé en tant que militaire en Nouvelle-Calédonie avec sa famille. Et il est mort assez rapidement de fièvre là-bas. Il est mort jeune. Et sa famille, il a eu plusieurs enfants, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 au moins. Ouais. Après, on continuait un périple, ils sont passés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et tant et si bien qu'en fait, il y a beaucoup d'écrits d'Olympe, de souvenirs d'elle qui sont restés, qui étaient dans ces pays-là. Et elle était plus connue dans ces pays-là qu'en France. C'est le travail notamment qu'ont fait les éditions de Montauban, enfin de Cocagne à Montauban, c'est d'aller chercher tous ces écrits dans ces différents pays. Ils sont en Tasmanie, ouais. Aujourd'hui, les descendants d'Olympe sont en Tasmanie et en Australie. Est-ce qu'il y a eu, donc après la scène finale du film, après qu'elle soit décapitée, donc c'est une des questions, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières à son exécution? C'est une question de Réjeanne de Fronton. À l'époque, bien sûr. C'est ce que tu disais, on en a peu... Alors oui, en fait, dans les journaux de l'époque réagissent pour dire qu'elle a été exécutée, mais finalement, soit font très peu d'écho de cette exécution, soit sont vraiment à charge contre elle. Contre elle, exactement. Et donc, elle est vraiment accusée d'avoir voulu politiquer, elle est accusée d'avoir voulu être un homme, d'être sortie du rôle de... les femmes doivent rester avec leurs enfants dans une atmosphère intime et privée et ne pas conquérir l'espace public. Donc c'est très violent, hein, les premiers textes de la fin du XVIIIe siècle à son égard. Voilà. La voix off que vous entendez après le procès, c'est mot pour mot ce qui a été écrit sur elle à ce moment-là, oui. Au moment de son exécution. Après, donc on a essayé de faire entendre sa voix au travers de ces textes et cette lettre qu'elle a écrite à son fils, mais on ne sait pas si elle a vraiment prononcé. En tout cas, ça a été dit, qu'elle avait dit « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Et c'est assez fou parce que pendant tout le tournage, l'équipe, on avait cette sensation de se dire... On avait vraiment une équipe qui fait beaucoup de cinéma et on a eu énormément de chance, que ce soit script, chef électro qui font jamais de télévision, c'est leur premier film, qu'ils le faisaient parce que aussi on va porter le récit d'Olympe de Gouges et donc on avait un peu, ça faisait écho quoi. On est en train de, même si on n'aime pas trop la vengeance, c'est quand même, on restaure quelque chose qui était important pour nous tous. Alors, j'ai 2 messages pour vous, Julie. Un premier par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les femmes mortes en couche, c'est 4%. 4%. Voilà. Merci et l'autre beaucoup. Message... Pas 4 pour 10. Voilà. Pourcent, c'est 10 fois moins. Voilà. Et l'autre message, c'est bon. Merci Julie pour votre enthousiasme à nous parler de cette femme essentielle à l'avancée de nos droits. Vous l'avez incarnée à merveille, plus de 200 ans plus tard.
Ces idées restent au cœur de nos choix de société. Le combat continue. Mélanie du petit village de Saint-Cyr sur Gironde, au Merci. nord du département. Voilà. Merci beaucoup. C'est transmis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à Pessac, dans la salle Fellini? Pas forcément. Juste dire qu'il y a eu 2 hommes qui ont pris la parole. On pourrait avoir 1 ou 2 femmes. Je suis très pour la parité, vous savez. Alors, Je cours, hein, je passe le micro. il y a beaucoup de femmes qui ont posé des questions par SMS, si je peux me permettre. Non, mais on a une femme. Oh, mais faudrait... Oui, non? Alors, une autre question ici. Quelles explications a-t-on quant aux motivations de la fille de l'imprimeur qui dénonce Olympe de Gouges? Alors, c'est donc la fille de cet afficheur. Alors là, c'est documenté très précisément, mais moi, il me semble que c'est plutôt son père qui l'envoie. Je ne suis pas certaine que ce soit une volonté d'elle. Hein. Bon, voilà. Par contre, c'est écrit tel quel. Qu'est-ce que tu as comme... Alors, donc c'est Françoise, oui, effectivement, la fille de l'afficheur Meunier, hein, qui la dénonce. Bon, donc ça, c'est un fait avéré. Fait historique. Elle a pu avoir peur, hein, aussi, parce que c'est vrai que cette affiche, donc les 3 urnes ou le salut de la patrie, là, c'est vraiment la dernière affiche. Enfin, c'est l'affiche qui, en fait, la met hors la loi, littéralement, parce qu'il y a une loi le 29 mars 1993 qui dit qu'on n'a pas le droit de soutenir des écrits contre-révolutionnaires. Or, l'affiche propose une sorte de référendum pour dire soit on vote pour une monarchie constitutionnelle, soit on vote pour la République, soit on vote pour la monarchie pure, quoi, si j'ose dire. Et donc, normalement, le mot fédéralisme, le mot monarchie, on n'a quand même plus trop le droit de les évoquer. Donc, peut-être aussi, elle a eu peur que... son père et elle d'être hors la loi en publiant. En cautionnant ça, en oui, fait, d'une certaine manière. L'imprimant, c'est une façon de le cautionner. Tout à fait. Oui, il y a une question ici. Oui. Voilà. Merci pour le film. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont mené le même combat à la même époque? Alors, on a essayé de mettre une figure. Vous voyez, quand on rentre dans le club des Jacobins, là, quand on s'immisce, il y a cette femme comme ça, très virago, qui est aussi dans le club des femmes, qui est une image, une évocation de Thermoigne de Méricourt, qui a quand même été très importante à cette époque. Thermoigne de Méricourt, dont on dit qu'elle est devenue folle. Non. Alors, Thermoigne de Méricourt, ce serait tellement intéressant de pouvoir faire cette série sur les femmes dans la Révolution. Mais Thermoigne de Méricourt, qui a quand même plutôt financé son frère pas mal et qui était très indépendante. C'est vraiment elle qui est représentée avec la République. C'est Thermoigne. Elle était toujours en Amazone, merci. Et incroyablement révolutionnaire, en avance, grande gueule, enfin une personnalité très forte. Elle va être fessée en public. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et c'est... Donc, alors qu'elle aidait financièrement son frère, pour la protéger, après ça, va la faire interner. Et très bizarrement, la laisser interner. Donc, c'est un peu comme Camille Claudel. Est-ce qu'elle est devenue folle parce qu'elle était internée ou est-ce qu'elle était folle parce que... Voilà. Donc c'est très rapidement dit, mais elle avait de l'argent, elle était très brillante, elle avait écrit beaucoup de textes, mais ça je te laisserai. Mais ça c'est une figure où il faudrait un jour faire un film sur elle. Et puis d'autres comme la chocolatière, il y avait des femmes incroyables qui voulaient aller partir, faire l'armée avec les hommes. Oui, tout à fait. La figure d'Anne-Joseph Thermoigne de Méricourt, c'est vraiment une figure passionnante. Il y a d'excellents livres de Laure Murat et d'Elisabeth Rodinesco sur ces personnages, hein, je vous les conseille. Et sinon, Claire Lacombe, Pauline Léon, il y a beaucoup de femmes quand même qui sont vraiment engagées à cette époque, qui sont des figures qui réclament soit effectivement de combattre avec les hommes, soit d'être Amazone des guerrières, soit Amazone de la plume, comme on a pu dire d'Olympe de Gouges. Donc effectivement, et c'est ce que... Rien que le titre, Olympe, une femme dans la Révolution, c'est bien ce que vous avez voulu mettre en valeur. Donc on attend les prochains films sur Anne-Joseph Thermoigne et les autres. Alors, on parlait de la postérité d'Olympe de Gouges et de ses écrits. Est-ce que vous pouvez nous la détailler un petit peu? À quel moment on commence à reparler d'Olympe de Gouges dans le milieu révolutionnaire ou dans le milieu intellectuel, littéraire? Ou féministe, d'ailleurs. Pardon. C'est parce que l'envie, justement, quand on a montré le film en fait, à France Télévisions,
Le film s'est arrêté et d'abord moi j'étais très émue parce que je ne devais pas le jouer. Hein. C'est grâce à Mathieu, grâce à Christy et Anne Olmes qui dirige la fiction, qui la première a dit mais pourquoi tu ne l'interprètes pas Olympe? Bon, pour plein de raisons, et merci franchement de m'avoir offert ce rôle. Mais à ce moment-là, on lui a dit, alors on aimerait continuer le film d'après, parce que quand même, cette période, donc après la Révolution française, et je vais le dire très mal, et donc on laissera des historiens le dire mieux, mais en gros, c'est Napoléon, le code Napoléon, retour des femmes à la maison, retour de l'esclavage, enfin voilà. Le moment où ça va se réveiller à nouveau pour les femmes, et elles vont faire référence, il y aura Flora Tristan, il y aura quelques figures comme ça, mais vraiment le moment où elles vont être en groupe, elles vont faire référence à la Révolution française et à Olympe de Gouges, qui va revenir, elles vont se remettre à lire les écrits d'Olympe de Gouges, c'est au moment de la Commune et de Louise Michel. Et c'est pour ça qu'on va travailler là, nous, avec Mathieu, on est là-dessus, et Christy est en train de le développer. Christy Moya, productrice, qui travaille là d'abord avec les scénaristes, on les a vus, et deux historiens d'ailleurs, un couple, homme-femme, très paritaire nous dans nos équipes, qui travaillent dessus en ce moment, et c'est cette idée que voilà, ça s'est quand même transmis Olympe de Gouges au travers de ces femmes à partir de ce moment-là, et là il y a beaucoup à dire encore, bon ça on travaille dessus, et toi tu disais après, tout doucement, celles qui vont vraiment la repopulariser, c'est aux États-Unis. Les universitaires américaines, donc Joanne Scott, Janice Vampé, qui vont vraiment réhabiliter cette figure. Donc ça, c'est les années 1960, pardon. Voilà, exactement. Donc en tout cas dans le cadre universitaire. Et puis après en France, dans les années 80, donc Olivier Blanc, Benoît de Groult, Geneviève Fraisse. Donc ça revient par des publications universitaires. Voilà, universitaire féministe, c'est vrai, au départ, c'est plutôt des... Mais on n'est pas forcément, pardon de vous couper, dans une vision assez grand public. C'est encore un peu plus tard. Tout à fait, c'est encore un peu plus tard, au moment aussi du bicentenaire, hein, évidemment, en 1989, où Olympe de Gouges est quand même... Il y a déjà les premiers écrits sur une volonté de panthéonisation. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que ça dépasse le cadre, si j'ose dire, universitaire, que ce soit des études de genre et études féministes, soit des études d'historiens, hein. Olivier Blanc, c'est un historien. Donc voilà, là, vers les années 1980-1989, ça dépasse un peu ces horizons-là. Et donc les premières éditions, c'est 80, 90, voilà. Alors... Après, quand même, il faut remettre... Enfin, moi, je dis qu'il faut saluer le travail de Catel et Bocquet du roman graphique. Hein, oui, parce qu'elles font un travail sur Alice Guy, dont on parlait tout à l'heure, sur Olympe de Gouges. Moi, je sais que mon fils, au collège... parce que nous, on a vraiment étudié la Révolution. Nous, on a étudié la Révolution. Toi, tu dis toujours ça. Par les hommes, avec des hommes, pour les hommes, la Révolution française. Mais, non, mais c'est vrai. C'est cette bande dessinée, ce roman graphique. Et vraiment, bravo à ces deux auteurs qui ont, là, pour le coup, de manière plus populaire et plus largement... mis en lumière Olympe de Gouges. Alors ce soir, il y a un film sur Olympe de Gouges, et puis il y a depuis 1 ou 2 ans, enfin c'est la 2e année si j'ai bien compris, le texte, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est proposé, enfin qui fait partie du programme du baccalauréat. Donc c'est quand même une étape évidemment très importante. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du travail sur ce texte? Comment ça se passe avec les lycéens, avec les enseignants? Alors moi, les lycéens, je les côtoie pas trop, puisque j'ai plutôt les étudiants, mais en tout cas des échos qu'on a eus même cet après-midi où il y avait une projection avec les lycéens. On voit que le texte est dur pour eux, hein. Évidemment. C'est un texte de loi, hein, avec des articles, donc c'est pas forcément évident. Mais par le préambule, par le postambule, bon, il y a quand même matière aussi littéraire. Donc voilà, en tout cas, c'est un texte qui les interpelle, donc ça c'est plutôt positif. Et puis... Julie, tu disais qu'en plus, même les garçons se sentent concernés par ce texte, donc c'est plutôt porteur d'espoir. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, nous, on a beaucoup rencontré, on a beaucoup montré le film à des collégiens, des lycéens, voire 1 ou 2 fois parfois des primaires. C'est super parce qu'à la fois, ils connaissent mieux que nous cette femme, de fait, puisqu'ils l'ont au programme. Il y a des choses qui sont plus ancrées dans leur génération, comme effectivement quand même une certaine idée de la parité, de l'égalité. Mais il y a aussi déjà des retours en arrière qui sont un peu flippants, quoi. C'est-à-dire que nous, on montre une femme libre, en tout cas avec ses amants, ses amoureux, et ça les choque beaucoup. Ils sont assez tradis, en fait. Et on a été partout, hein, en Occitanie, à Paris, ici. Enfin,
On n'a pas, dans des campagnes, dans des grosses villes, on a vraiment... Travail ça a été continue. assez large. Le travail continue. Ouais. Bah, de toute façon, pour ce qu'on en pense, on le sait quand on voit le monde. Mais oui, là, c'était prégnant. Quoi. Elle embrasse un garçon en prison. Qui sont en première terminale, quoi. Donc c'est... Bon. Moi, ça m'inquiète. Moi, je suis très inquiet. Bon, donc on continue le travail. Alors, le film sera diffusé sur France Télévisions, donc au mois de mars, à l'occasion de la journée des droits de la femme, comme vous disiez tout à l'heure. Julie Gaillet, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à France Télévisions.